Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans votre magazine d'information. La totale dimanche au sommaire de ce magazine d'un confraternellement mondial Qatar 2022. Quelle chance pour les Lions pour la suite de cette compétition. Pour rappel, les Pays-Bas accrochés lors de leur dernier match. Le Sénégal est condamné à battre l'Équateur lors de son prochain match. Les Lions qui restent donc troisième dans ce groupe A doivent gagner contre l'Équateur pour sortir de ce groupe. Les chances des Lions, on en parle tout à l'heure avec Cheikh Diop. Et dans Coin Éco, relance du tourisme, comment donner une meilleure santé à ce secteur après la longue pause due à la Covid-19, le confinement et autres restrictions dues à cette crise sanitaire ont donné un coup fatal à ce secteur, pilier de l'économie, même s'il retrouve timidement sa vigueur d'antan. Quelles sont les tendances lourdes qui se dessinent? Y aura-t-il un tourisme d'après-Covid? Entretien à suivre dans Coin Éco avec Mamadou Ndiaye et son invité. Et dans Bouillon Culture, le savoir-faire de nos tailleurs dans la confection des maillots de nos lions, des modèles bien adaptés à nos styles vestimentaires, parfois créés par ces tailleurs locaux qui font le bonheur des supporters. Reportage et analyse à suivre avec Aïssatou Kane dans ce magazine. Et tranche de vie qui se colle à l'actualité du football mondial vous propose le portrait d'Elhadji Ousseynou Diouf, l'ancien de la génération 2002, le plus présent dans la tanière, aux côtés du coach Aliou Cissé. Son portrait à suivre dans cette totale dimanche. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, je vous le disais tantôt, le Sénégal va affronter ce mardi l'Équateur pour son dernier match de poule dans le cadre de la Coupe du Monde Qatar 2022. Si les Lions d'Aliou Cissé ont démarré cette compétition sur de mauvaises bases avec une défaite face aux Pays-Bas, ils ont su s'imposer face au Qatar, pays hôte. À l'issue de ces résultats, grand nombre s'interrogent sur les chances des Lions d'atteindre les huitièmes de finale. Demba Varor, journaliste au Sport News Africa, nous éclaire et c'est une enquête de Adja Cissé. Après 2 matchs face aux Pays-Bas et au Qatar, Demba Varor, journaliste sportif au Sport News Africa, reste mitigé concernant les prestations des Lions. Perdre son premier match, ça te met dos au mur. C'est un match qu'on aurait pu soit gagner ou avoir le point du nul. Parce que dans le contenu, le Sénégal avait quand même fait un bon match jusqu'à la 85e minute, moi je dirais. Parce qu'on avait rendu coup pour coup. Avec les Pays-Bas, on a eu des occasions. Ils n'ont pas été très dangereux parce que je pense que c'est en 3 tirs cadrés qu'ils ont eu leurs 2 buts. Et donc sur des sautes de concentration, on a pris 2 buts qu'on aurait pu éviter. Selon lui, la nouvelle génération de cette équipe nationale est un bienfait incontestable dans cette compétition. Iliman Ndiaye cité comme exemple. Il y a eu l'audace de Iliman Ndiaye qui a dribblé ce qu'il manquait quand même sur le premier match contre les Pays-Bas et même lors de la première mi-temps contre le Qatar. Il nous manque ce joueur qui sait vraiment effacer les adversaires. Il l'a fait avec audace et panache. Il a donné à Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr lui a rendu et il a fait une belle passe décisive à Bamba Dieng qui, depuis la CAN, fait de très bonnes entrées, même s'il était passé à côté contre les Pays-Bas. Donc, les jeunes vont continuer à essayer de pousser les cadres vers la retraite. Troisième dans sa poule, derrière les Pays-Bas et l'Équateur, Demba Varor annonce un match décisif face à la Tri. Nous, on est dans une posture où il faut absolument gagner. Il faut aller absolument gagner ce match-là et se qualifier en huitième de finale. Les Lions d'Aliou Cissé disputeront leur dernier match de poule ce mardi face à l'Équateur. Seule la victoire leur permettra d'atteindre les huitièmes de finale. Vous l'avez compris, le Sénégal qui a battu vendredi dernier dans ce tournoi le Qatar 3-1, mais les Lions joueront leur qualification contre l'Équateur mardi prochain. Et pour parler des chances de nos Lions pour espérer passer à la suite de cette compétition, c'est-à-dire les huitièmes de finale, nous sommes avec notre sportif maison ce soir, Cheikh Diop. Bonsoir.
Bonsoir Diop. Alors, Cheikh, avant de parler des chances de nos Lions, nous allons un peu parler de la dernière sortie de l'équipe du Sénégal face au Qatar. D'après vous, quels sont les points positifs et les points négatifs? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal a une équipe qui a beaucoup de talent, qui lui permet d'espérer passer le cap des huitièmes de finale. Déjà, avec les remplaçants comme Iliman Ndiaye, on l'a vu avec Pape Matar Sarr et Bamba Dieng, qui ont beaucoup apporté, surtout en termes de fraîcheur, également en termes d'intensité. Ce dont l'équipe a besoin également pour gagner ce match face à l'Équateur. C'est un bon signe si une équipe comme le Sénégal, qui a des cadres comme Sadio Mané qui ne sont pas là, peut-être les Ghanagais qui n'apportent pas peut-être à 100% ce dont on attendait d'eux. S'il y a des jeunes joueurs qui peuvent apporter à ce niveau-là, c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Mais également, il faut retenir le plus important, c'était la victoire. On disait souvent que le Sénégal avait une difficulté pour marquer. On a réussi à marquer déjà 3 buts. Avec les 2 attaquants qu'Aliou Cissé a choisis qui ont réussi à marquer. Déjà, on retrouve une certaine efficacité qu'on peut espérer face à l'Équateur pour espérer se qualifier. Le plus important, c'était un match à gagner. Donc, il nous reste une autre finale à jouer face à l'Équateur et à espérer gagner pour passer le cap des huitièmes de finale déjà. Voilà, les prestations individuelles, vous venez de les mentionner, les cas de Iliman Ndiaye, Edouard Mendy, surtout Iliman Ndiaye, on en revient, il y en a beaucoup qui disent que Aliou Cissé devrait le titulariser, surtout pour ce match du mardi prochain, un match décisif. En fait, c'est l'avis de beaucoup de spécialistes et de suiveurs de l'équipe du Sénégal. Mais Aliou Cissé, c'est un entraîneur qui a l'habitude de prendre son temps pour titulariser les jeunes joueurs. On l'a vu avec Ismaïla Sarr, on l'a vu avec Krépin Diatta. C'est des joueurs que les gens réclament souvent. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau joueur, il ne le plonge pas automatiquement dans le banc. À chaque fois, il prend son temps, il prend la peine d'évaluer le joueur, de lui permettre de s'adapter, de s'acclimater avec le groupe avant de l'intégrer. On l'a vu, on a attendu Iliman Ndiaye. On a vu qu'après la CAN, c'est le premier jour qui a intégré la tanière. Il est venu, on l'a attendu ici, même ici au Sénégal, au stade Diamniadio, Abdoulaye Wade Diamniadio. Les gens l'ont réclamé. Il a joué quelques minutes, les matchs de préparation, il n'a pas joué, mais il a attendu le moment propice pour le faire jouer. Moi, je pense également, je partage cet avis-là, parce que je pense que cette équipe du Sénégal, pour gagner, pour battre l'Équateur, il faut mettre des joueurs capables de donner des bons ballons aux attaquants. Parce qu'on a vu face au Qatar, on a joué avec des numéros 9, mais il n'y a aucun moment où nos milieux de terrain ont réussi à donner les attaquants de bons ballons. Boulaye Dia et Famara Diédhiou n'ont pas reçu de bons ballons. Donc je pense que pour que cette équipe-là du Sénégal réussisse à battre l'Équateur, il faut mettre des joueurs avec le talent, que ce soit Iliman Ndiaye, que ce soit Pape Matar Sarr, capables de donner de bons ballons aux attaquants pour leur permettre de marquer et d'espérer gagner. Mais Edouard Mendy également, c'est bien pour lui et pour l'équipe. Voilà, parce qu'un gardien qui était en difficulté, un club qui n'arrivait pas à jouer depuis qu'il a perdu sa place au profit de Kepa Arrizabalaga, c'est quelqu'un qui perd en confiance. Lors du premier match, on l'a vu, il est presque fautif sur les 2 buts que le Sénégal a pris. Donc certains ont pensé même qu'Aliou Cissé allait titulariser Serigne Dieng au détriment de Mendy, mais la bonne décision c'était de le garder et de lui redonner confiance, lui permettre de revenir à un bon niveau, parce que nous savons qu'Edouard Mendy fait partie des 3-4 meilleurs gardiens au monde, même s'il a une difficulté en club. Donc Aliou Cissé a pris la bonne décision, il lui a rendu. Voilà, gagner est un impératif, vous venez de le dire, pour pouvoir poursuivre cette compétition mondiale. Le Sénégal jouera mardi face à l'Équateur, un match décisif bien sûr. D'après vous, comment est-ce qu'on doit l'aborder? Quelles sont les clés pour ce match-là? Déjà, comme je l'ai dit, c'est un match coup près. C'est un match déjà à élimination directe. C'est comme un quart de finale ou une demi-finale. C'est-à-dire que tu joues pour gagner. Donc déjà, pour bien débuter ce match, il faut y aller avec un état d'esprit de vainqueur. On ne peut pas y aller avec des calculs, pensant qu'on va faire un match nul, l'autre va battre l'autre. Non, on y va pour gagner ce match. Si le Sénégal veut continuer, l'état d'esprit à adopter, c'est d'y aller avec l'envie de gagner ce match-là. Parce que déjà, l'Équateur, ils ont fait un bon match face aux Pays-Bas. Donc le Sénégal est averti. Nous sommes avertis. Donc si nous voulons battre l'Équateur, il nous faut, c'est-à-dire faire plus que ce qu'on a fait face aux Pays-Bas, plus que ce qu'on a fait face au Qatar. Donc il faut y aller avec cet état d'esprit-là. Il faut, comme je l'ai dit tantôt, mettre des joueurs capables d'être à l'aise techniquement. Parce que cette équipe équatorienne, c'est une équipe qui a beaucoup d'intensité, qui met beaucoup d'intensité dans le jeu, c'est des joueurs très physiques qui peuvent courir pendant 90 minutes. Il faut déjà répondre à ces défis physiques-là. Parce que nos joueurs, on a vu que dans certains duels, surtout dans les duels aériens, les joueurs ne répondent pas. Il faut déjà que les joueurs répondent à ces duels-là. Il faut également que les joueurs soient assez techniques devant le but pour permettre au Sénégal de marquer et d'être devant. Si on se fait devant, ça va être très compliqué de revenir.
Justement, cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de surprises, des favoris. On a parlé dès le début de cette compétition. Quelles sont vos impressions ou comment est-ce que vous jugez les différentes prestations de ces favoris-là lors de cette Coupe du Monde? En fait, c'est une compétition un peu bizarre parce qu'au début, tout le monde a directement pensé au Brésil et à l'Argentine comme les potentiels vainqueurs de cette compétition parce que c'est des équipes avec des joueurs qui en ont fait un objectif personnel comme Neymar et Messi. Et on pense également à la France avec Kylian Mbappé. C'est des équipes qui ont je pense même les meilleurs joueurs de cette compétition-là. Et peut-être un peu l'Espagne qui est une jeune équipe qui grandit petit à petit. Mais on a constaté avec la première défaite de l'Argentine que forcément les favoris, c'est pas seulement ça qui gagne. C'est-à-dire c'est une compétition où tout le monde peut battre tout le monde presque. Donc on a vu si l'Argentine perd face aux Pays-Bas, ça a un peu chamboulé le truc. Mais mis à part cette défaite de l'Argentine, on a vu la Belgique qui vient de perdre face au Maroc et la Croatie également qui vient de battre le Canada qui a causé beaucoup de difficultés aux Belges. Ça montre également que les grandes équipes sont là, malgré tout elles sont là. Il y a la France qui est la seule équipe actuellement qualifiée pour le 8e, le champion en titre. Et pourtant beaucoup pensaient qu'avec les absences de N'Golo Kanté, de Paul Pogba et d'autres joueurs, la France serait en difficulté. Mais avec le système adopté par Didier Deschamps, avec Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, ils ont réussi à tenir tête aux Danois, ils les ont battus. Donc les adversaires, les favoris sont là généralement, mis à part la Belgique qui patine un peu, même s'ils ont gagné le premier match, c'est une équipe qui est en difficulté. Il y a peut-être l'Allemagne actuellement battue d'entrée par le Japon également, ça également c'est une surprise qu'on a vu dans cette compétition-là. Ils sont en train de jouer face à l'Espagne et je pense que généralement ils sont là, même s'il y a quelques surprises avec des équipes qui manquent de rythme. Voilà, des équipes qui marquent et la prestation des équipes africaines lors de ce mondial-là. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que l'Afrique a la chance pour une première fois de marquer son empreinte dans cette compétition mondiale? La victoire du Maroc face à la Belgique l'a montré. Le Sénégal est la première nation africaine à gagner dans cette Coupe du Monde face au Qatar. Mais je pense que le Maroc est l'équipe qui est la plus chatoyante de ces équipes, de ces représentants africains, par exemple, dans cette Coupe du Monde-là. Parce que même si les Marocains n'ont pas réussi à battre lors du premier match, je pense, le Danemark, la Croatie, autant pour moi, ils ont quand même réussi à battre la Belgique, qui est la première nation mondiale depuis un certain temps. Ça également, il ne faut pas l'oublier. C'est l'équipe qui trône à la tête du football mondial depuis un certain temps. Les Marocains ont réussi à les battre. Je pense qu'ils ont une belle carte à jouer face au Canada. S'ils réussissent à battre le Canada, ils vont se retrouver premiers de leur poule. Ce qui n'est pas rien dans une poule où il y a la Croatie, la Belgique, le Canada et une nation africaine. Mais également le Sénégal. Je pense que c'est les deux équipes qui sont les mieux armées pour passer. Mais tout peut arriver. Il y a des équipes comme le Cameroun par exemple le Cameroun qui a fait une prestation très moyenne lors du match d'entrée face à la Suisse. C'est une prestation que tout le monde juge médiocre. Donc il faut revoir ces prestations africaines-là. Il faut revenir avec de meilleurs sentiments. Avec la Tunisie également, qui a presque perdu toutes ses chances de qualification, parce que si on perd un match face à l'équipe la plus faible du groupe, je pense que qui est l'Australie, c'est très compliqué pour les Tunisiens de battre la France pour espérer se qualifier. Merci beaucoup, cher Diop. C'était confraternellement les chances des Lions pour passer la suite de cette compétition mondiale. Gagner est un impératif mardi prochain face à l'Équateur et nous le souhaitons à l'équipe nationale du Sénégal. La suite de cette totale dimanche, tout de suite. Alors, Coin Éco qui revient aujourd'hui sur l'économie du tourisme, comment relancer ce secteur après la pause due à la pandémie de Covid-19. Notre sujet Coin Éco de ce soir est signé Mme Abdougaï Kassé. 25 chantiers prioritaires et 840 milliards de francs CFA d'investissement d'ici à 2025. C'est le montant destiné à relancer le secteur du tourisme sévèrement pénalisé par la crise sanitaire. Ainsi, face aux difficultés liées à la pandémie de Covid-19, les autorités en charge du tourisme ont mis en place un plan d'actualisation de la stratégie de développement du secteur. Elle tourne autour de 5 axes prioritaires: le patrimoine, l'expérience, la vente et distribution, l'institution et les infrastructures. Le premier volet concerne les richesses touristiques, culturelles et historiques.
C'est entre autres la réhabilitation de 7 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO, la valorisation du patrimoine des régions ainsi que la création d'une identité propre à chaque territoire. Le marketing territorial est l'un des points d'appui de la relance touristique, une stratégie qui place les territoires au cœur de l'activité. Un plan de nettoiement des zones touristiques est aussi prévu pour séduire et attirer davantage la clientèle. À cela s'ajoute l'élargissement du concept plage propre à travers un plan d'urgence de nettoiement des zones touristiques par l'UCG. Le développement du transport domestique y figure également en bonne place. Pour promouvoir le tourisme local, il faut irrémédiablement développer le transport aérien domestique avec des liaisons de plus en plus développées avec des vols journaliers réguliers. Les aéroports de Diass, Ziguinchor et de Saint-Louis inaugurés récemment et celui de Cap Skirring jouent un rôle capital dans l'atteinte de cet objectif non moins stratégique. Outre la première capitale du Sénégal, le programme de rénovation prend aussi en compte les aéroports de Matam, Ourossogui, Kédougou et Tambacounda pour développer davantage le transport domestique avec une combinaison route-aéroport dans le cadre de l'activité touristique. La relance du tourisme passe aussi forcément par l'artisanat, la professionnalisation de ce corps de métier afin que les meubles et autres accessoires puissent servir de décor aux hôtels, aux sites d'attraction, aux services de l'administration, entre autres. Objectif, vendre la destination Sénégal. Vendre la destination Sénégal après une longue pause due à la Covid-19 et qui a un peu paralysé ces secteurs piliers de l'économie nationale. Comment donner à ce secteur son dynamisme d'avant-crise? Pour en parler, le doyen Mamadou Ndiaye est déjà en place avec son invité. Bonsoir à vous, messieurs. Oui, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir donc M. Sidibé, qui est un acteur donc, du secteur tourisme, mais il a cette particularité atypique d'être dans le secteur informel. Et je crois que vous êtes impacté au même titre que sans doute les autres qui sont dans le secteur formel sur la crise justement de la Covid qui a impacté un peu le tourisme. Mais on va y arriver tout à l'heure. L'idée, c'est simplement de dire que après la pluie, le beau temps, dit-on souvent. Là, tout le monde semble s'accorder pour dire que le Covid-19 est passé d'époque, même s'il y a encore des facteurs résiduels ici ou là. Est-ce que le tourisme se relance au Sénégal? Voilà, merci M. Ndiaye et merci pour l'invitation. J'en profite pour saluer l'ensemble des téléspectatrices et téléspectateurs de ITV. Donc, il est évident que quand on parle de tourisme, on parle de déplacement d'un endroit X à un endroit Y. Donc, lors de la Covid, le concept rester chez soi a été quand même un facteur très bloquant pour le tourisme. On ne se déplaçait plus, on ne bougeait plus, on ne planifiait plus de déplacements, de voyages. Justement. On avait renoncé à tout pour rester chez soi. Justement. Donc, ça a apporté un coup dur au secteur. Oui, j'imagine. Et du coup, même le fonds Covid qui a été mis par le gouvernement en place au Sénégal, en fait, c'était très compliqué pour les acteurs de bénéficier de ce fonds. Le circuit a été très compliqué et du coup, ça a apporté un coup très, très dur au secteur. Maintenant que voilà, on semble renaître un peu, revivre un peu, le tourisme semble reprendre un peu du poids de la bête. On a vu dans l'élément de Mamadou Kassé aussi qu'il y a peut-être une initiative de la part des pouvoirs publics, ne serait-ce que pour aider à mieux relancer le tourisme. Mais est-ce que la destination Sénégal est restée prisée justement par les touristes? Oui, la destination Sénégal est restée très prisée par les touristes. Ouais. Parce que nous avons des éléments qui le sous-tendent. Et notre environnement immédiat, les plages que nous avons, en fait, c'est des éléments qui font que les touristes aiment le Sénégal. Mais malheureusement, il y a certains facteurs bloquants, nous allons y revenir après, qui font que la destination Sénégal, en fait, n'est pas très prisée actuellement par le Sénégal. Par l'étranger, par les touristes. Par les touristes, effectivement. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a un avant et forcément il y aura un après. Justement. Alors, comment on va corriger l'avant pour au moins rendre plus reluisant le futur? Voilà, pour rendre reluisant ce futur-là dans le tourisme, il faut que les taxes sur les billets d'avion soient revues à la baisse ou même supprimées. Il y a cet aspect-là. Pour inciter les gens à venir. Pour inciter les étrangers à venir. Il y a un autre aspect
les taxes dans les hôtels. Je vous donne un exemple. Vous prenez un certain nombre de personnes avec une certaine somme. Vous allez en Gambie, dans un hôtel, au lieu de dépenser cet argent dans cet hôtel-là, vous le mettez au Sénégal, c'est pas la même chose. Les hôtels en Gambie sont beaucoup moins chers. Vous parlez du coût de la vie. Du coût de la vie. Mais parlant justement du billet et certainement de l'incidence sur les taxes. Oui. Mais en Europe, semble-t-il, selon les observateurs et les analystes du secteur touristique, ils disent que pendant cette longue période d'hibernation, les consommateurs européens ont dû garder beaucoup d'argent. Ils ont épargné forcément. Donc, si vous dites qu'il faut diminuer le billet d'avion, mais en même temps aussi peut-être il faut ne pas renchérir sur le coût de la vie, mais vous faites le bénéfice pour ces étrangers qui arrivent avec beaucoup justement d'euros, alors qu'ils ont épargné pour pouvoir dépenser. Effectivement. Ce n'était pas l'occasion donc de renchérir un peu peut-être les facteurs touristiques, ne serait-ce que pour... Au contraire, les taux ont été multipliés par plusieurs nombres, si je peux dire ainsi. C'est ça, oui. Un billet d'avion, actuellement, pour venir au Sénégal, beaucoup d'étrangers ont été obligés de renoncer à leur voyage au Sénégal, à cause tout simplement que le billet d'avion est très cher. Le billet d'avion actuellement est inaccessible pour la plupart des Européens. Ça cause un réel problème. Donc le problème demeure. Le problème demeure. Les billets d'avion sont très chers. Oui. Les hôtels sont très chers. Voilà. Alors, maintenant, au sortir du Covid, est-ce que, selon vous, il y a de nouveaux mécanismes à mettre en place, ne serait-ce que pour inciter les touristes à venir? Oui, le principal mécanisme à mettre en place, ou les principaux éléments à mettre en place, c'est la baisse ou la suppression totale des taxes dans le secteur. Okay. Pour inciter les gens à venir. Maintenant, au niveau du Sénégal, que ce soit dans la zone de Kédougou, ou dans la zone de Ziguinchor, ou dans la zone balnéaire, souvent ces trois endroits, en fait, les objectifs ne seront pas les mêmes. À Kédougou, par exemple, il faudrait faciliter en fait l'accès. Certaines zones touristiques sont très inaccessibles. Okay. À Ziguinchor, dans la zone de Ziguinchor, il faut multiplier les rotations. C'est ce que demandent les acteurs. Il faut multiplier les rotations. Maintenant, par rapport à la zone balnéaire ou dans une autre zone comme Lompoul qui est appelée à disparaître, ça pose vraiment quelques problèmes. Donc vous suggérez peut-être une réorganisation justement des pôles touristiques pour davantage d'attraction. Justement, il faut réorganiser. Mais maintenant, est-ce comment on va hiérarchiser un peu ces priorités-là entre Ziguinchor, Kédougou et peut-être c'est ça que je dis. Les objectifs ne seront pas les mêmes. Suivant chaque zone, on va assigner à chaque zone ses objectifs. Chaque zone a sa particularité. Maintenant, la démarche ne sera pas la même pour Ziguinchor, pour Kédougou. C'est ça, d'une zone à une autre, quoi. C'est ça. Est-ce que les Africains aussi, les Sénégalais, puisque nous parlons de notre pays, pourquoi ne pas les inciter aussi à se déplacer justement vers ces pôles touristiques intérieurs plutôt que d'aller, en ce moment, il y a plein de Sénégalais qui sont allés à Paris alors qu'il fait froid à Paris. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Vous savez, actuellement au Sénégal, dans la mentalité, le phénomène vacances commence à changer. Parce que ce que nous connaissions dans le temps, c'est pendant les vacances, on prend notre neveu, notre enfant, on l'amène chez sa tante ou quelque part. Mais maintenant, ça, c'est un phénomène qui disparaît de plus en plus. Mais néanmoins, il y a des Sénégalais qui sentent la nécessité de prendre toute leur famille ou les enfants et les amener en groupe en vacances. C'est ça. Mais tout ça, ça doit être organisé. Bon, il y a aussi un aspect très attractif des Sénégalais qui préfèrent aller à Dubaï avec des millions que de rester au Sénégal, faire le tour du Sénégal, visiter le Sénégal avec un coût beaucoup moins cher. Voilà. Bon, il y a aussi un autre aspect, sans doute lié à cet élément que vous soulignez, c'est le tourisme religieux. D'aucuns disent également que le tourisme officiel semble négliger un peu cet aspect-là, alors que la plupart des gens qui peuvent visiter certains sites religieux, ça représente un cachet touristique assez intéressant, ne serait-ce que peut-être par le flux du mouvement des pèlerins, mais en même temps aussi peut-être les facteurs financiers qui se dégagent. Effectivement, ce tourisme religieux-là peut être organisé tout au long de l'année. Si nous prenons l'exemple de Touba, pendant le Magal, il y a un flux très important. C'est ça. Mais en dehors du Magal aussi, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour inciter aussi bien les Sénégalais que les étrangers
aller à Touba, à Tivaouane, à Yoff Layène, etc., etc. C'est des perspectives comme ça qu'il faut mettre en place pour faire découvrir et là, ça règle la question que vous posiez tantôt, c'est-à-dire que maintenant, les familles peuvent se déplacer en nombre pour aller visiter les foyers religieux. Justement, et du coup, peut-être même ça peut faire naître chez ces enfants un attachement culturel et un attachement culturel. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Oui. Donc pour l'essentiel, on a le sentiment peut-être que le Sénégal n'attend que des touristes venant de l'extérieur. Mais pourquoi cette dépendance alors qu'on sait qu'il y a plusieurs variables qui interviennent? Le dollar, le coût de l'essence, les billets d'avion, mais plus aussi les aléas sans doute de la sécurité et même la rareté sans doute du pouvoir d'achat peut-être chez les oui, je vous ai dit tantôt que la tendance est en train de changer. Actuellement, les Sénégalais sentent la nécessité de se déplacer dans les hôtels, aller découvrir d'autres sites. C'est ça. Et il y a des perspectives, il y a des individualités, des personnes qui ont pris des initiatives pour mettre en place des activités de ce genre. Au Sénégal, nous notons très souvent, nous notons plus ça dans le secteur. Des individualités ou des groupes de personnes qui s'organisent en entreprise pour inciter les Sénégalais à découvrir le pays. Alors, dans votre secteur, vous êtes l'un des rares à dire je suis dans le secteur informel. Mais dans le secteur informel, quel enseignement tirez-vous de la pandémie après qu'elle se soit, quel effet justement tous ces effets négatifs sur nous-mêmes? Voilà, ce que nous avons en fait appris de la pandémie, c'est qu'il faut développer le tourisme local. Il faut le développer. Le tourisme local, il faut nécessairement le développer. Inciter les Sénégalais à aller découvrir le pays. Beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas le Sénégal. Donc c'est quand même une initiative à mettre en place avec des mécanismes facilités, tout ça, pour inciter les Sénégalais à s'organiser, pour visiter, pour connaître leur pays. Mais il y a aussi les Sénégalais de la diaspora. Effectivement. Les enfants de la diaspora aussi peuvent peut-être avoir un amour pour leur pays. Effectivement. Si davantage les parents peut-être leur suggèrent de venir passer les vacances. Effectivement, des initiatives comme ça mais aussi. Quelle offre touristique vous mettez sur la table pour séduire justement les Sénégalais de la diaspora? Effectivement. En tant que directeur de collectivité éducative, en fait, nous avons vécu ces activités pareilles. Nous avons connu des parents marocains qui ont voulu réunir leurs enfants et les amener au Sénégal pour découvrir le pays. En fait, c'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, il faut faciliter tout ça et rendre opérationnelle cette activité. Si Awa me permet, l'offre touristique doit-elle s'adapter à la demande ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est la demande qui s'exprime d'abord et ensuite l'offre s'adapte? Vice-versa. Je pense que les deux doivent s'appliquer. Oui. Je pense que c'est ça la solution. Votre espérance la plus plausible, c'est peut-être que encore les touristes nous viennent de l'extérieur. Mais d'après une étude de l'OMS, donc l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, dit que certes il y a un regain du tourisme, mais attention à un flux non contrôlé de ces touristes qui arrivent avec un pouvoir d'achat, mais qui arrivent avec un effectif plus considérable. Et puis peut-être aussi les questions sanitaires ne devraient pas être occultées simplement parce qu'on a envie justement du trop plein de touristes. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Mais ça, les personnes du milieu l'ont compris. C'est ça. Et c'est pourquoi dans la station balnéaire, il y a de nouvelles perspectives avec un grand hôtel d'un certain luxe qui a été mis en place. C'est pour en fait juguler cet aspect dont vous venez d'aborder. Monsieur Sidibé, merci beaucoup. Le tourisme est un sujet très intéressant et très passionnant. Amadou Sidibé donc, est directeur des collectivités éducatives et initiateur de la caravane de découverte du Sénégal. Voilà, un bon programme et un challenge aussi. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup à vous pour ces analyses. C'était Écho, la suite de la Totale dimanche, la rubrique environnement dans un instant. Alors, dans notre rubrique environnement ce soir, l'implication des élèves pour assurer la propreté de leur école, c'est un sujet qui fait débat dans certains établissements. Néanmoins, nombreux sont ces apprenants qui, malgré tout, continuent à prendre des initiatives pour participer à la propreté de leur établissement par des groupes de balayage ou d'autres qui nettoient les toilettes, font pousser des arbres dans la cour de leur école. Khadija Ndadjouf et Seydi Nambay pour le reportage. À l'école Manguier,
L'implication des élèves pour assurer la propreté de leur établissement fait défaut. Un constat fait notamment par les responsables du CM. C'est difficile, on essaie de les organiser, mais ce n'est pas facile. Parce que Dakar est très compliqué. On ne peut pas retenir des élèves après les cours pour leur faire nettoyer l'école. C'est très compliqué. Voilà, nous maintenant, pour maintenir en tout cas notre école propre, donc nous, on a engagé en tout cas des femmes au pair, des filles au pair, qui assurent ce nettoyage et des toilettes et des salles de classe. Face à ce constat, certains élèves tentent de changer les choses. C'est le cas de cette jeune fille responsable adjointe qui a décidé de créer des groupes de balayage dans sa classe. Une façon pour elle de participer à la protection de son environnement. Moi, en tant qu'adjointe, j'ai déjà pris l'initiative, moi et mes camarades, on a balayé une fois la classe. Chaque jour, quand on vient, on trouve la classe propre. C'est seulement la volonté. Si tu sais que la pollution fait des dégâts, alors tu dois t'impliquer davantage à la propreté de ton école. Asthmatique, donc fragile pour intégrer ce groupe, cette jeune fille trouve une autre manière de participer à la propreté de son école. Déjà, on commence à ne pas jeter les ordures par terre. On fait tout pour se déplacer, même si que les bennes à poubelles elles sont un peu éloignées. Mais on cherche à trouver une poubelle pour mettre dans les classes et jeter les ordures là-bas au lieu de les éparpiller par terre. Comme solution, le principal mise sur l'éducation environnementale. On doit avoir ce qu'on appelle la culture d'école. La culture d'école, c'est s'impliquer dans l'environnement de son établissement. C'est ça l'idéal. Mais parfois, c'est difficile de l'atteindre. Mais les élèves eux-mêmes devaient assurer ce nettoyage, ne serait-ce que dans la cour et leur classe, pourquoi pas. Dans les écoles, les groupes de balayage tendent à disparaître. Beaucoup ne s'intéressent plus à la propreté de leur école, même si d'autres continuent de prendre des initiatives pour participer à la protection de leur environnement. Alors, on va se retrouver juste après le bulletin d'information de 19h45 pour la suite de la Totale Dimanche. À tout à l'heure. Rebonsoir, merci de nous retrouver pour la deuxième partie de votre magazine d'information, la Totale Dimanche. À présent, tranche de vie, impossible de ne pas le voir si vous regardez les matchs de l'équipe nationale du Sénégal. Il n'est pas sur le terrain, mais il n'est jamais loin du rectangle vert. El Hadji Ousseynou Diouf, il s'agit de lui, c'est l'ancien international sénégalais et aujourd'hui ambassadeur des équipes de l'équipe nationale du Sénégal et qui est plus que jamais aux côtés de nos lions, considéré comme l'une des légendes du football africain. Il ne cesse d'appuyer son ancien coéquipier, en même temps sélectionneur Aliou Cissé, son parcours, son amour pour le ballon rond. El Hadji Diouf n'hésite pas à partager son vécu avec la nouvelle génération, mais aussi de les pousser vers de nouvelles victoires. Son portrait avec Mamadou Sy. Son style et sa personnalité auront marqué des générations de supporters de l'équipe nationale du Sénégal. Considéré comme une légende du football sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf est né le 15 janvier 1981 à Dakar. C'est à Saint-Louis qu'il va passer son enfance. L'enfant prodige a très tôt tapé au ballon rond. À 17 ans, Diouf s'envole pour la France pour tenter sa chance. Après avoir fait des tests non concluants à Lens, il atterrit à Sochaux. Grâce à sa persévérance, il intègre l'équipe première pour disputer les matchs de première division. La voie du succès n'était plus loin pour le natif de Dakar. Ses performances le conduisent à Rennes, puis à Lens. Il est ensuite remarqué par les grands clubs européens à l'image de Liverpool. El Hadji Diouf y dépose ses valises. Son passage n'a pas été couronné de succès, même s'il remporte tout de même la Ligue Cup. Après cette aventure, l'attaquant sénégalais s'engage avec plusieurs clubs anglais, notamment ceux de la deuxième division.
Il a même foulé les pelouses du championnat écossais, remportant la Coupe de la Ligue et le championnat écossais avec le Glasgow Rangers en 2011. Avec l'équipe nationale, El Hadji Diouf aura marqué l'histoire du football africain. Quart de finaliste pour leur première participation à une Coupe du Monde, ses coéquipiers lui avaient battu d'entrée la France championne du monde en titre. Double ballon d'or africain, son passage à l'équipe nationale a marqué les esprits. Il a également dans son palmarès une finale perdue devant le Cameroun en 2002. Surnommé Bad Boy, l'attaquant des Lions est souvent critiqué pour ses comportements sur le terrain et en dehors. Après avoir raccroché les crampons, El Hadji est nommé par le président de la République ambassadeur de toutes les équipes nationales. Il est désormais très présent aux côtés de l'équipe nationale avec laquelle il réalisera une prouesse en remportant la Coupe d'Afrique des Nations, une première pour le Sénégal. Très impliqué et proche du coach Aliou Cissé, El Hadji n'hésite pas à s'investir pour aider l'équipe, en témoigne sa participation aux séances d'entraînement des Lions. Parti avec la délégation du Sénégal pour la Coupe du Monde au Qatar, El Hadji tentera avec Aliou Cissé d'écrire à nouveau l'histoire lors de cette campagne. À présent, donc, le diplomate, vous l'avez sans doute compris, le 18e sommet de la francophonie, on en parle, et qui s'est achevé la semaine dernière à Djerba. Et si le français est de plus en plus employé à travers le monde, ce premier mandat de Madame Mouchiki Wabo semble également avoir coïncidé avec une invisibilité de l'action de son organisation à l'international, et les critiques appellent à la refondation de l'espace francophone. C'est le sujet du diplomate de ce soir. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Amadou Lamine Sall, le grand poète. Il est également le fondateur de la Maison africaine de la poésie internationale, secrétaire général de la Fondation mondiale pour le mémorial et la sauvegarde de l'île de Gorée. Monsieur Sall, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté de nous parler de ce sujet. Aujourd'hui, je viens de le souligner, la francophonie manque de dynamisme et d'ambition selon certains. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes du même avis? Vous n'avez pas lu l'article que j'ai consacré à la francophonie? Non. Et au sommet de Djerba. Cet article que j'ai écrit résume ce que vous avez dit au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un clap de fin de la francophonie. La francophonie est dans une totale impasse. Il faut une totale refondation de la francophonie. Et nous avons assisté à une catastrophe quand le président Macron a mis à la tête de l'institution cette dame qui appartient désormais d'ailleurs au Commonwealth, parce que son pays a quitté l'espace francophone. Et personne ne comprend comment cette femme a été choisie pour diriger la francophonie. Et les chefs d'État africains également ont laissé faire. Et c'est inacceptable que cela puisse se passer de cette manière. Alors, maintenant, le plus important, ce ne sont pas de sonner chacun vient avec son jet privé, avec son costume, faire des discours, boire du café et rentrer à la maison. La francophonie est en train de mourir. Donc, il faut la refonder, il faut réfléchir davantage sur cette langue française qui est en train de perdre énormément face à l'anglais, face au chinois, etc., etc. Voilà, vous venez de le souligner, la langue française parlée avec 321 millions de francophones sur les 5 continents du monde. C'est un fait. Malgré cela, c'est le déclin de la francophonie, comme l'a souligné le président français lors de ce sommet-là, Emmanuel Macron. D'après vous, comment refonder cette francophonie-là pour lui donner son dynamisme des premières heures aujourd'hui?
Mais vous savez, on ne peut pas aller dans un sommet francophone, dire que le français est en déclin, et puis rentrer à la maison tranquillement. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que cette francophonie a été foulée par Senghor, avec Jory Amani du Niger également. Et c'était un espace vivant. La langue française était une langue vivante, une langue parlée partout dans le monde. Aujourd'hui, quand je voyage, il y a des pays où on ne parle même plus de français. Quand j'allais au Maroc, quand j'allais en Tunisie même, pour aller le sommet, les gens ne parlent plus de français. Ils parlent l'anglais et l'arabe. Ouais. Alors, il y a quelque chose à faire. Si j'en parle, c'est parce que dans la constitution du Sénégal, il est dit que c'est le français qui est la langue officielle du Sénégal. Si le français est notre langue officielle, j'ai le droit d'en parler. J'ai le droit de défendre la francophonie pour le développement de cette langue et le développement des langues africaines également en même temps. Cette refondation de la francophonie, elle est fondamentale. Elle est urgente. On ne peut pas la laisser entre les mains de la France parce que la France a confié la langue française à l'Afrique, elle l'a délaissée, et c'est l'Afrique qui s'occupe maintenant de la langue française, mais ce n'est pas la France. Alors, il faut que les chefs d'État africains, membres de la francophonie, prennent les responsabilités pour cette refondation de la francophonie. Voilà, vous venez de le souligner, donc la francophobie, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé, surtout dans certains pays du Sahel, c'est l'exemple du Mali, d'autres pays comme le Burkina qui commencent à faire la promotion de leur propre langue locale au détriment du français. Aujourd'hui, est-ce que cette francophobie joue en faveur de la refondation, du redynamisme de cette francophonie-là? Il ne faut pas mélanger les choses. Je crois qu'il ne faut pas mélanger les genres. La francophonie, cela ne veut pas dire ne pas parler français. La francophonie veut dire qu'il faut que la France arrête d'exploiter l'Afrique. C'est cela. Il ne faut pas tout mélanger. La francophonie, c'est donc cette mainmise de la France sur l'économie africaine. Les Africains sont fatigués du comportement et de l'insolence de la France vis-à-vis de leur pays. La langue française n'a absolument rien à y voir. La preuve, de tout temps, au Sénégal, on a parlé de Wolof, on a parlé de Poulard, de Diola, de Vendée, et on n'a jamais remis en cause la langue française. On écrit toujours dans la langue française. Les créateurs, les écrivains, les poètes, les artistes travaillent dans les langues sénégalaises, travaillent également avec la langue française. Donc, le focus, c'est la langue française. Comment faire vivre cette langue? Comment la perpétuer à côté de nos langues nationales? C'est cela, la refondation. La refondation qui devrait également passer par une francophonie économique. C'est aussi une ambition du Mauricien Jean-Claude de Lestrac et qu'il partage avec certains membres fondateurs de ce mouvement. Est-ce que vous êtes du même avis que la francophonie économique peut aujourd'hui sauver la francophonie? Non. Non. C'est d'abord la culture. L'économie vient après. La francophonie, c'est d'abord la culture. Le développement, madame, c'est d'abord la culture. Je dis toujours qu'il n'existe pas de pays sous-développé. Il n'y a pas de pays sous-développé. Il n'y a que des femmes et des hommes sous-développés, c'est-à-dire sans culture et sans formation. L'économie, c'est autre chose. Et la francophonie,
elle ne peut pas être économique. Ce n'est pas possible. Son fondement, sa raison d'être, est d'abord culturelle. Et je pense que c'est d'abord la culture qui précède à l'économie. Si le Sénégalais ne reste pas sénégalais, en gardant ses valeurs sociales, en gardant ses valeurs morales, en gardant l'héritage de son histoire, le Sénégal est une part. C'est d'abord la culture, avant tout la culture. C'est la culture qui fait notre fierté, c'est la culture qui est le fondement de notre existence à travers le monde. C'est par la culture que les autres pays nous reconnaissent et nous respectent. Voilà pourquoi la francophonie économique est un leurre. C'est un leurre, elle a échoué. La francophonie économique a échoué. Alors c'est pourquoi nous devons à de nouveau revenir à la culture, revenir à la fondation de la francophonie, le plan éducationnel. Merci beaucoup Amadou Lamine Sall. Je rappelle que vous êtes poète également, fondateur de la Maison africaine de la poésie internationale. Nous parlions de la refondation de la francophonie. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. La suite, tout de suite. D'ailleurs, ce soir, Alioune Badara Thiam Akon a choisi le village de Mbodjen dans le département de Mbour pour sa ville. La première pierre de Akon City, on se rappelle, a été posée en 2020 en plein Covid-19. Un investissement de 6 milliards de dollars prévu. La population de Mbodjen est favorable à ce projet. Des écologistes et économistes s'inquiètent par contre. Le père du chanteur a dit sa fierté à l'égard du fils prodige, mais jusque-là, rien n'a bougé autour du domaine qui a été attribué par l'État du Sénégal à l'entrée de ce village. Le reportage est signé Hassan Gueye et Moussa Fall. Le méga projet de Akon est au point mort. Aucun mur n'a été construit depuis le 31 août 2020. La première pierre est encore la dernière. À l'entrée de Mbodjen, où la cité des rêves est prévue, seul le château d'eau, une famille de nomades et la savane sont visibles à l'œil nu. Nous nous trouvons au site où s'était déroulée la cérémonie de pose de première pierre du projet Akon City. La cérémonie a été tenue ici en septembre 2020, donc pratiquement depuis 1 an ou 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et depuis lors, il ne s'est rien passé? Bon, pour le moment, non. Il ne s'est pratiquement rien passé. En compagnie du promoteur en plein Covid, le ministre a cru voir des clignotants au vert comme ça tout. C'est là qu'il y avait des doutes sur l'attractivité du Sénégal, en particulier l'Afrique en général, doivent se convaincre qu'il y a des hommes et des femmes qui croient à l'Afrique. Le musicien est venu ici à 3 reprises. Il semble avoir gagné la confiance des habitants. Il ne les regarde pas de haut. Il est d'ailleurs en train de réaliser le foyer des jeunes. Et qu'on est venu ici à Mbodjen. En discussion, on lui a présenté le projet. Mbodjen est le village aux 2 mers. La lagune est un don du ciel. La nature est prodigieuse. Il y a une solidarité active dans ce village-là, entre les chrétiens et les musulmans. C'est un village intellectuel où nos écoles, les premières sont construites depuis 1958. Mbodjen est partie intégrante de Nguyen, le fief de feu Ousmane Tanor Dieng. Nguyen, ça a toujours été le bastion du Parti socialiste à travers Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme. Mais cette année, on a eu un changement quand même. On a un changement à la personne de Alpha Samba, qui était dans la coalition de Buntubi. 6 milliards de dollars, 500 hectares, une ville hors norme sur fond de crypto-monnaie pour que le Sénégal fasse office de porte du retour en Afrique. Nous bëgg Africains américains ñëpp suñuy ñëw Afrique
C'est un premier step mu nekk fii Sénégal. mais dëkk kay boo fa juddoo yaroo fa say mbokk juddoo fa say maam juddoo fa nga juddoo fa mais fa nga dëkk loolu même bu ko deful sax loolu daf ko war a soo amee war na la soo amul war na la c'est clair c'est clair. Le projet est une porte close, sans serrure ni poignée pour le moment. Aucune communication officielle sur les raisons du blocage. Certains l'expliquent par le corona. Rome ne s'est pas fait en un jour. Les défenseurs de ce projet filent la métaphore de l'arbre fruitier. Un arbre, quand tu le plantes, tu ne manges pas les fruits le lendemain. Il faut être patient. Nous attendons. À Dakar, des architectes interrogés hors micro ont qualifié le design de Akon de loufoque. Atepa a été un des rares à être dithyrambique. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, c'est trop moderne, c'est trop futuristique ». Mais si ce n'était pas ça, on n'en aurait pas parlé. Des économistes se montrent aussi sceptiques quant à la rationalité de la totalité. Je crains que le pire ne se passe sans aucun contrôle, parce que l'État presque a tout donné. Ici, l'aspect particulier, c'est qu'ils seront dans leur enclos là, avec leur crypto-monnaie. Les spécialistes du tourisme notent que l'initiative découle d'une vision. Même si la communication n'est pas satisfaisante, il ne faut pas préjuger en parlant d'arlésienne ou de fiction. Je ne peux pas dire que c'est un éléphant blanc. S'il y a communication, c'est normalement le cabinet ou en tout cas le promoteur Akon qui doit s'adresser justement aux populations, aux administrations pour leur fournir les informations nécessaires à l'évolution du projet. Le Sénégal a abrité la première station balnéaire en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence Saly Portudal. Pointe-Sarène à son tour est en cours de construction. Akon City de Mbodiène est audacieuse et controversée. Les Saint-Justes veulent voir avant de croire. Ce n'est pas être oiseau de mauvais augure. Mais le dénigrement systématique, c'est aussi une forme d'aigreur. So the city is more than just a futuristic, renewable, Akon reste une icône, avec ou sans la ville, qui pour le moment ne brille de mille feux que sur la maquette. Bouillon Culture qui s'adapte toujours à l'actualité du football mondial. Beaucoup de jeunes Sénégalais confectionnent les maillots de non-Lyon. En cette période de Coupe du Monde, leur savoir-faire est mis en avant. En plus de coudre des maillots, ils assurent la sérigraphie. Aïssatou Kane est allé à la rencontre de l'un d'entre eux, Cheikhouna. Suivons ce reportage. Ces maillots sont confectionnés par ce jeune infographiste. Avec minutie et précision, Cheikhouna assure le design du maillot, fait le tirage et l'impression. C'est depuis 2007 que Cheikhouna excelle dans le domaine, mais a commencé à coudre des maillots en 2020. Vu que Covid boom amé importation bi amatul. Durant la période de Covid, il n'y avait pas d'importation. Donc, pour travailler, nous étions obligés de coudre et d'imprimer les maillots. Sinon, nous n'allions pas nous en sortir. C'est ainsi que j'ai embauché des travailleurs qui se chargeaient de coudre les maillots et moi, je gérais la sérigraphie. Aujourd'hui, nous pouvons concurrencer les Européens. Jusqu'à maintenant, parce que nous pouvons concurrencer avec les Européens. Cap sur sa boutique de base où sont cousus les maillots mais aussi des joggings et toutes sortes de tenues de sport. Pour arriver à coudre des maillots, il faut une maîtrise du textile, de la mode et être au parfum des tendances.
Nous imitons les maillots originaux. Avec l'événement de la Coupe du Monde, beaucoup veulent s'offrir au moins un maillot. Donc nous suivons la tendance pour voir ce qui est à la mode. Dans la confection, tout est repris au détail près. Son atout, c'est d'être en même temps infographiste. D'habitude Europe industrie mag yi fu ñuy ñaw muy ci conception yu mag grande kii nii distribution yi foo xoolee infographie ak designer yi ñooy liggéey fii suñu tailleur yi des fois ñeneen ñi tax du ñu am moyen boobu na mooy que ne tailleur bi moom kese lay doon du am infographe à côté te comme tey ñun tey infographie mun nañ jël tailleur créer maquette bi génnee patron yi génnee ko moom day am facilité modèle bi moom day ñëw teg rek dagg. L'accessibilité des matières premières leur facilite la tâche. Nous avons besoin de matières premières pour confectionner les maillots. Nous obtenons facilement les tissus. Les finitions, les machines, c'est devenu vraiment accessible et surtout à des prix très abordables. Malheureusement, ils n'ont pas accès aux maillots authentiques. Cherouna fait appel à la fédération. Comme par rapport à la fédération, peut-être authentique yi lañ yor. La fédération a des maillots authentiques dont nous ne pouvons pas avoir accès. Au moins, elle pourrait vendre en gros aux commerçants. Comme ça, nous allons nous aussi en bénéficier. Mais il n'y a aucune initiative de leur part dans ce sens. La fédération nous avait interdit alors de commercialiser les maillots, mais aujourd'hui, ce n'est vraiment plus le cas. D'ailleurs, un savoir-faire à appuyer aux yeux du président de la SCOSEN. Ça veut dire que donc s'il y a aujourd'hui des Sénégalais qui sont en mesure de faire en tout cas des maillots qui respectent les normes, il faudrait travailler avec ces gens-là plutôt que de les importer. En donnant les termes de référence donc, au niveau de l'industrie locale. C'est tout à fait possible de le faire. Nous, on peut le faire. On peut le faire, on a les moyens de le faire et on a les moyens de faire travailler vraiment beaucoup de personnes autour donc, de la création de ces maillots de l'équipe nationale. Ce qui est important pour moi, à mon avis, c'est qu'il y ait un bon accord entre la fédération et tous les prestataires qui, d'une manière ou d'une autre, doivent pouvoir aussi profiter de cette Coupe du Monde pour pouvoir offrir un certain nombre de produits ou de services aux Sénégalais. Les maillots de football sont aujourd'hui portés comme un vêtement de tous les jours. Et si c'est possible, c'est surtout grâce à l'explosion de ce cousu dans le pays. C'était donc le portrait de ce jeune tailleur, confectionneur de maillots de l'équipe nationale. Cette touche locale sur nos maillots, réalisée par Aïssatou Kane, déjà en place dans ce plateau. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir Hawa. Alors, est-ce qu'alors ce savoir-faire local explique le choix de certains supporters sénégalais d'acheter les maillots qui sont confectionnés ici? Oui, bien sûr, nous pourrons le dire parce que déjà la confection, c'est en confectionnant ces maillots-là que ces jeunes, la plupart du temps, gagnent leur vie. Et aussi, en confectionnant ces maillots, d'abord, ils prennent des tissus importés, de qualité parfois, d'autres aussi de basse qualité. Et ces tissus-là vont leur permettre de les coudre. Et quand ils vont le coudre, après faire la sérigraphie. Et tel que confectionné par Puma. Et donc, nous l'avons vu dans le reportage aussi. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est un savoir-faire qui est quand même reconnu parce qu'avec précision et minutie, il arrive à coudre ces maillots-là. Et en plus de cela aussi, ce sont des maillots qui sont cousus, mais dès que vous voyez ça, avec une telle finition qui est une grande qualité, vous verrez que vous ne pourrez pas faire la différence entre les maillots authentiques et ceux qui sont commercialisés ici par les commerçants locaux. Mais aussi, on a vu que pour promouvoir cela, le patron de la NSTS de Thiès, Société nationale textile du Sénégal, qui a lancé les maillots de supporters, bien sûr, il n'a pas reproduit ce qui est authentique parce que c'est interdit, mais il a fait
en sorte de créer un fabricant à Thiès ces maillots-là, et cela va permettre de promouvoir aussi le Made in Sénégal, et c'est à asseoir. Promouvoir le Made in Sénégal, oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'avoir des maillots players conçus par nos tailleurs locaux? Non, pas que je sache, mais ce que je sais, c'est que il y a un équipementier pour les Sénégalais, et c'est fabriqué par les Puma. Nos maillots sont fabriqués sous contrat avec Puma, mais c'est commercialisé par la Fédération sénégalaise de football. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait un quiproquo entre la Fédération sénégalaise de football et ceux qui sont les commerçants qui sont ici et qui essayent de commercialiser eux aussi. Et ils avaient interdit la Fédération sénégalaise, comme aussi ils vendent les maillots à 45 000 francs si je ne me trompe pas, et ils avaient interdit aux commerçants locaux de commercialiser ces maillots-là. Mais finalement, ils ont trouvé un accord. Mais quand même, il faut se le dire, c'est que ces maillots-là, seuls les commerçants peuvent le vendre à 3 500 francs, 8 000, 10 000 francs. Surtout que la fédération n'en a pas assez fait, n'a pas assez mis en place de maillots. Donc, ça pourrait permettre à ces commerçants de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir quand même ce maillot et avoir beaucoup de choix. Mais en plus de cela, on a vu qu'on est champion d'Afrique maintenant, on a enfin le maillot, on a enfin l'étoile sur notre maillot. Justement. Pourquoi pas le rentabiliser? Et on est numéro 1 aussi au niveau de la FIFA. Il faudrait peut-être faire comme Madi Touré, comme il disait, préconiser dans son programme, de créer un merchandising en faisant des maillots qui sont peut-être aujourd'hui la fédération va pouvoir les commercialiser, faire beaucoup de maillots, oui, et que ça soit accessible. Mais en créant peut-être, en faisant aussi ces maillots, c'est que ce lien déjà qui est là, affectif, entre les Sénégalais et les joueurs, donc où ces supporters-là sont la base. Et donc tirer profit de cette base-là, à partir de cette base-là, va permettre à la fédération, et avec les joueurs locaux, de peut-être créer 100 000 à 200 000 maillots qui vont peut-être après apporter aujourd'hui 3 à 4 milliards selon lui. Donc c'est pas mal cela. Donc ça va permettre aussi, pourquoi pas, à nos joueurs locaux aujourd'hui de pouvoir s'autofinancer comme en Afrique du Sud, dans d'autres pays. C'est bien possible. Merci beaucoup, Aïssatou Kane. C'était la rubrique Bouillon Culture, et c'est ce qui met un terme à ce magazine d'information, La Totale Dimanche. Merci de l'avoir suivi et bonne semaine en compagnie des programmes d'ITV.